angoisse. Moi, ça me permet de jouer des deux modes d'angoisse. Une angoisse devant le vide, devant la crainte que ce vide cesse. On ne sait pas cette angoisse-là qu'on fait. Une angoisse devant le vide du fait de cet évidement qui va s'appeler castration, donc l'angoisse devant la menace, devant la réalité de la menace de castration. Elle est située là, cette angoisse. L'autre angoisse, c'est l'angoisse du trop-plein, où justement ce vide est bouché des objets qui n'ont été produits que comme extension de ce vide. Il faut penser les choses comme ça. Donc, on passe d'un vide à un trop-plein. Effectivement, l'angoisse, c'est l'angoisse, du coup. On confond. Mais à la fois, il faut différencier les angoisses tout en disant que c'est la même. C'est indiscernable. Et dans cet aspect des choses, quand on a conjoint le sujet du narcissisme primordial à la demande, on est effectivement dans la pulsion. Donc ça s'écrit bien comme ça. Donc Lacan est fondé à reparler de pulsion dans son graphe du désir. Et ce qui m'importe là, c'est cette idée d'absolu dans le paragraphe suivant, hein, où il termine enfin, je vais vous lire tout ce deuxième paragraphe. Mais nous nous arrêtons là encore pour revenir au statut du désir, qui se présente comme autonome par rapport à cette médiation de la loi, pour la raison que c'est le désir, c'est du désir qu'elle s'origine, cette loi, en le fait que par une symétrie singulière, on en est là, symétrie singulière, il renverse l'inconditionnel de la forme d'amour, où le sujet reste dans la suggestion de l'autre, pour le porter à la puissance de la condition absolue. Donc condition absolue, moi j'ai tendance à parler de raison au niveau intentionnel, au niveau extensionnel de conditions, plutôt que de cause et de loi. Les conditions sont les conditions d'organisation des raisons qui organisent ces conditions, etc., non sans décalage. Et qui plus est, ce que Lacan dit, donc condition absolue, où l'absolu veut dire aussi détachement. On est là. Détachement, ça veut dire castration, ça veut dire évitement, ça veut dire échappement. Hein, donc cet échappement correspond à une mise en continuité de ce qui échappe dans l'objet, dans l'autre, etc. Tout ce qui vient prendre place à ce niveau en bas à droite. Et là, on voit bien que l'objet, c'est un gain. On rentre dans le plus de jouir. Il y a un plus de jouir qui permet de réordonner les choses vers l'autre. Hein. On passe d'une perte effective, menaçante, sensible, etc., au niveau intentionnel, à un trop-plein objectal, à un gain en tous les cas, au niveau que j'appelle ontologique. C'est en termes de plus de jouir. Et plus de jouir fait lien avec cette ontologie. On passe de la perte valant jouissance phallique à une jouissance de l'autre, qui devient un plein, mais c'est un plein dont on pâtit. Cinquième paragraphe. 1, 2, 3, 4, 5, page 814 toujours. Bon, malheureusement, dans le quatrième paragraphe, Lacan parle du représentant de la représentation, ce qui n'est pas très correct, mais bon, la structure du fantasme, je vous passe. Car là se voit que la naissance où reste l'homme de son désir est moins naissance de ce qu'il demande, qu'il peut après tout se cerner, que naissance d'où il désire. C'est là que se voit que la naissance où reste l'homme de son désir est moins naissance de ce qu'il demande, qui peut après tout se cerner, cette naissance, que naissance d'où il désire. Il y a quelque chose qui échappe, et proprement l'échappement se fait. L'échappement, qui est quand même de l'ordre d'une fonction temporelle, se fait jour dans un lieu qui échappe. Et du coup, l'autre échappe au sujet. Donc, ça reste d'une certaine incertitude. Hein. Quand je dis incertitude, c'est que je prends du coup le templé pour une incertitude. L'hameçon du graphe 3, du désir,
c'est un point d'interrogation, c'est ce que dit Lacan, hein, point d'interrogation planté au cercle du grand tas de l'autre. Bon, ça c'est page 815. Remarquons qu'un indice peut être trouvé dans la claire aliénation qui laisse au sujet la faveur de buter. C'est page 815, quatrième paragraphe. Remarquons qu'un indice peut être trouvé dans la claire aliénation qui laisse au sujet la faveur de buter sur la question de son essence, en ce qu'il peut ne pas méconnaître que ce qu'il désire se présente à lui comme ce qu'il ne veut pas, forme assumée de la dénégation, où s'insère singulièrement la méconnaissance de lui-même ignoré, par quoi il transfère la permanence de son désir à un moi pourtant évidemment intermittent, et inversement se protège de son désir en lui attribuant ses intermittences mêmes, avec donc des glissements de continu à discontinu. Hein. Donc le fantasme, je dis que c'est ce transfert de petit a, S barré, S2 dans des objets réels hein, qui viennent jouer. Ces objets imprédicatifs que sont petit a, S barré, S2 se transcrivent dans des objets réels, hein, Ding, object, Gegenstand, Ding, Gegenstand, object, au travers de réalités différentes, bon, je ne vais pas tout citer. Et ça précise bien ce qu'il en est d'une certaine organisation du fantasme, où le templé, c'est donné par le poinçon, hein, et l'ensemble du poinçon, avec tous les jeux qu'a Lacan sur ce poinçon, ça vaut sur cette bande de Möbius. Ça fait très longtemps que je dis qu'un poinçon, c'est une bande de Möbius. Entre S barré petit a, S barré grand D, c'est à la fois globalement identique, localement différent, et c'est bien ce qu'on a aussi dans cette indiscernabilité qui les rapporte les uns aux autres. Bon, je vais terminer par ce passage de la page 815 à la page 816. Donc on est passé d'une mise en continuité de l'intermittence et de la continuité. Bien sûr, peut-on être surpris de l'étendue de ce qui est accessible à la conscience de soi, à condition qu'on l'ait appris par ailleurs, ce qui est bien le cas ici. Bon. Car pour retrouver de tout ceci la pertinence, il faut qu'une étude assez poussée, qui ne peut se situer que dans l'expérience analytique, nous permette de compléter la structure du fantasme. Compléter la structure du fantasme en y liant essentiellement quelles qu'en soient les élisions occasionnelles, donc intermittentes, à la condition d'un objet dont nous n'avons fait plus haut qu'effleurer par la diachronie le privilège, alors une diachronie intermittente ou continue, c'est à voir, le moment d'un fading ou éclipse du sujet, en liant essentiellement donc les élisions occasionnelles d'un objet, à ce moment d'un fading ou éclipse du sujet, étroitement lié à la Spaltung ou refente, qu'il subit sa subordination au signifiant. Donc sujet, objet dans le fantasme sont ordonnés selon un mode de fading de ce sujet dans l'organisation même de la refente signifiante comme clivage du sujet, bon, et de la division de l'objet. Ça insiste bien sur le fait que ce soit le vide qui fait le passage. Qui fait le passage au plein, que la question de la coupure entre vide et plein est posée. Fading du sujet, Spaltung, et intermittence de l'objet. Donc, on en est là, c'est que il y a un passage à l'intermittence de l'objet, je ne vais peut-être pas assez insister, je vais aller trop vite, page 815, là on parle de ce qui est continu et intermittent, vous voyez le quatrième paragraphe de la page 815, je vais lire posément, ça ne dit rien d'autre que ce que j'en reprends là. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Donc on reprendra à partir de la page 816 en allant jusqu'au bout du texte. Si ça présente un intérêt pour le propos. On verra bien jusqu'où on va. Ça fait quand même pas mal. Ça fait 10 pages. Est-ce que vous pouvez revenir sur le mouvement d'ensemble dont vous parliez comme réitération dans la modification Ce que j'ai donné comme théorie du chaos. Oui, mais donc ça se
retrouve au niveau du template ou ce mouvement-là, c'est le mouvement. Oui, le template rend compte de ce mouvement. Voilà. Non, mais le template, c'est à la fois un mode de compte-rendu, j'insiste, et un mode organisateur. C'est pas seulement un compte-rendu. Donc, le template, c'est l'accès à ce qui se joue réellement et l'organisateur de ce qui se joue réellement. On peut le prendre dans les deux sens. Hein. C'est ce que veut dire le format chez Girard. C'est formaté et formatant. Donc là, ce qui est formatant, c'est la signifiance, et ce qui s'avère formaté, c'est la métonymie et la métaphore qui parlent du signifiant proprement dit, mais qui se réarticule en signifiance et permet comme ça d'avancer. C'est comme ça que je fais ce schéma où j'aurai à chaque fois des S2 différenciés en avançant pour une signifiance en quelque sorte feuilletée, hein, où c'est un peu comme un tuilage. Et ça correspond à la Schertung de Freud, hein, au mode d'organisation des feuilletages chez Freud, qui ne sont pas seulement quelque chose qu'à voir avec la substitution métaphorique, puisque Lacan parlerait plutôt comme ça, ou Jacobson, et qui du coup fait passer de la substitution à la contiguïté du continu, autrement dit de la métonymie. Donc la signifiance étant purement métonymique, le signifiant étant à la fois métonymique et métaphorique. C'est l'adjonction de l'imaginaire à la signifiance, donc de la Vorstellung à la représentance, pour parler freudien, qui donne à cette métonymie une structure plus imaginable, plus saisissable, qui s'appelle métaphore, et qui n'est qu'un mode de transformer de la métonymie, pour moi. Et on a là aussi l'identification des opposés. Enfin, c'est pas. Toujours. Ouais. Je ne suis pas en train de laisser tomber une notion Non, mais je veux dire, en soulignant une autre. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est un mouvement d'ensemble, il n'y a pas d'articulation. C'est un mouvement d'ensemble, le schéma est valant ce qu'il est, ne correspondant peut-être pas à ce qui se joue réellement. Et de toute façon, l'insaisissable de toute cette affaire, c'est qu'on n'est pas dans des basses dimensions à peu près dessinables et saisissables intellectuellement. On est dans des dimensions supérieures, voire transfinies, où rien n'est saisissable, ni imaginairement, ni même dans un ordre symbolique, sinon à être dans des écritures suffisamment développées qui permettent d'accéder au transfini et de tenir compte de l'ensemble de la théorie analytique dans toutes ces transformations et dans les variations constamment opérantes des transformations de chacun des concepts, dans un concept quelque peu dérivé mais identique à lui-même, dans une persistance continue des intermittences, c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'avance une cure analytique. Vous avez dit aussi que le continu dépendait de l'intermittence. Et inversement. Vous avez expliqué en fonction père et mère, mais il n'y a pas une façon plus... Bon, c'était très imaginaire, je dis que l'intermittence, c'est le fait que les grossesses ne se maintiennent pas éternellement. Ouais. Mais que ça soutient, alors là, en termes quasiment eugéniques, ça soutient ce que Weissmann appelait le germène par rapport au soma, c'est-à-dire, comment il disait ça, le plasma germinatif, qui lui est continu, c'est le schéma de Freud. Hein. Le schéma de Freud, c'est que les cellules sexuelles se scindent, et donc il y a toujours une partie continue qui subsiste dans cette scission, et que le développement de ces cellules en corps font que les corps sont appendus à ces cellules, que les corps meurent, mais que les cellules sont immortelles. Les cellules sexuelles sont immortelles. Et ça, c'est un schéma imaginaire de Weissmann. Qui veut bien dire que les lignées ne se croisent pas, enfin. Ça conduit à l'eugénisme aussi. C'est aussi le mode de la fonction prédicative et prédicative. Oui, si on veut. Oui. Et donc, en fait, la question sous-jacente de tout ça, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que le temps ni le lieu, en fait. Enfin, c'est pas du tout... Pour moi, le temps, c'est de l'échange. Je m'en tiens à un temps de l'énonciation qui vaut comme échange dans les échanges discursifs. Hein. C'est sûrement pas le temps chronique de la physique qui a été abordé samedi. Pour moi, tout ça, ça me semble insuffisant. Ou alors, il faudrait mettre en conjonction le temps de la physique quantique et le temps de l'interlocution. C'est encore un travail à faire. Mais le lieu, c'est aussi du temps, enfin, finalement, le lieu... Ah bah pour moi, oui, il n'y a pas de lieu comme ça.
moi, l'autre, effectivement, rend compte de ce qu'on appelle temps par défaut, mais qui est, c'est-à-dire que le lieu comme équivalent de l'échange est ce qui permet d'en avoir l'usage, pour parler marxiste. Il vaut mieux parler comme ça que de temps et lieu.